Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque jour. Découvrons ensemble les grands titres qui seront développés dans ce journal. C'est demain que débuteront officiellement les célébrations commémorant le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Vous êtes attendus nombreux sur le Rocher pour une après-midi et une soirée avec beaucoup d'animation. Albert Croesi, secrétaire du comité Régnier III, nous en dévoilera le programme complet. Le week-end de Grand Prix a connu une grande affluence en principauté de jour comme de nuit. Les équipes de la sûreté publique étaient sur tous les fronts. Nous serons avec le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique. Richard Marangoni dressera avec nous le bilan de ces 4 journées hors normes dans Monaco. Et si le week-end a été chargé dans les rues, sur l'eau, cela a été aussi le cas dans les airs. Nous serons avec Jérôme Journet, le directeur de l'aviation civile, en duplex d'un héliport entièrement rénové. Et une victoire d'ores et déjà pour la Roca Team dans la phase des demi-finales du championnat de Betclic Elite face à Bourg-en-Bresse. Cela se jouera en 3 matchs gagnants. Le deuxième match se disputera mercredi à Gaston-Médecin. Et puis nous nous rendrons à Salzbourg où s'est déroulé le traditionnel festival de Pentecôte. La directrice artistique de l'événement n'est autre que Cécilia Bartoli, également directrice de l'Opéra de Monte-Carlo. Une équipe de Monaco Info a assisté à l'une des représentations placées sous le thème d'Orphée. Demain, mercredi, marquera le début officiel des commémorations du 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Cette journée constituera un temps fort des célébrations, le jour même de l'anniversaire du prince. De très nombreuses animations seront proposées à partir de 14h30 sur le Rocher jusqu'au gâteau anniversaire à 21h15. Je vous propose d'écouter le coordonnateur de ces festivités, Albert Croesi. L'accès au Rocher sera autorisé à tous les résidents de la Principauté de Monaco, monégasques ou non monégasques, dès lors qu'on réside en Principauté, sur présentation de la carte de séjour, donc monégasque également, bien sûr. Et à partir de 14h30, on peut accéder et assister à une succession de spectacles qui vont se dérouler sur toutes les scènes qui ont été disposées sur tout le Rocher, à savoir devant la cathédrale, jardin Saint-Martin, devant le musée, place de la mairie, place du palais. Il va y avoir des spectacles dans tous les coins du Rocher, plus des animations dans toutes les rues du Rocher, puisqu'on aura des bandieratos et de Gênes, on aura les tamourinaires et des Baux-de-Provence, on aura des échassiers, des bulles de savon. Il y a plein d'animations, il y aura des jeux pour enfants, il y a une somme incroyable, magiciens, de choses qui vont se passer demain sur le Rocher. Depuis plus d'une semaine maintenant, nous vous avons proposé des reportages sur certaines des entités qui animeront le 31 mai. Et parmi ces animations, il y en a une qui ravira les gourmands. Un stockfish géant sera servi au club bouliste. Fabien Bonilla et Thomas Deus ont eu la chance de se glisser en cuisine pour suivre les préparatifs. Ça, c'est le plus important dans le stockfish. 20 kilos de morue dessalée, plus de 10 kilos de pommes de terre, des oignons, de l'ail, des olives, beaucoup d'olives, du céleri, des tomates, des poivrons, du persil et du safran. Il y en a pour 200 personnes normalement, mais c'est une dégustation, une petite dégustation. Mais il y en a pour 200 personnes. Qu'est-ce qui fait que le stockfish va être bon ? Il faut le faire avec amour. Avec amour, bien sûr, mais c'est là que les choses sérieuses commencent, avec du vin blanc et du pastis. Pastis qui ne doit jamais manquer. Voici le secret d'Alba pour son célèbre stockfish au club bouliste du Rocher. Le stockfish va mijoter pendant 4 heures minimum. Il reposera la nuit entière pour que les monégasques et les résidents puissent profiter gracieusement de ce plat traditionnel demain dans la soirée. Un moment important pour la communauté. Ça me tient vraiment à cœur. Vraiment, vraiment. C'est l'histoire de Monaco. Ouais, c'est important. Je suis une enfant du pays. Donc je mets tout mon cœur pour ça. En plus de ce stockfish géant, Alba a préparé 10 plaques de pissaladière et 10 plaques de tourteblette. Sa façon de rendre hommage au prince Régnier III. Délicieux. Et vous êtes donc invités à vous rendre en nombre sur le Rocher demain mercredi 31 mai pour fêter cet anniversaire. Je vous le rappelle, les animations débuteront à 14h30 pour s'achever dans la soirée. Puis jusqu'à 21h30, le gâteau d'anniversaire sera partagé. Des affiches souvenirs collector numérotées, signées par leurs artistes ainsi que d'autres articles dérivés seront proposés à la vente dans les kiosques du comité. Et pour les fans de la Roca Team, sachez que le match 2 des demi-finales du championnat de France sera diffusé sur écran géant devant la cathédrale. Retour sur le long week-end du Grand Prix avec une affluence rarement atteinte. C'est une marée humaine qui a envahi la Principauté pour assister aux différentes courses, dont la plus emblématique, le Grand Prix de Formule 1. Les personnels de la sûreté publique étaient sur le pont. On a pu les apercevoir aux 4 coins de Monaco. Le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique est notre invité. Bonsoir Richard Marangoni.
Bonsoir. Les femmes et les hommes de la sûreté publique étaient absolument partout ce week-end dans Monaco. Ça a été un week-end difficile dans le sens où il semble qu'il y a eu plus de monde que par le passé. Alors ça a été un week-end, je dirais au-delà d'un week-end, ça a été 4 jours assez chargés, plus que chargés, car vous le savez, le Grand Prix de Formule 1 est le pic de l'événementiel en principauté de Monaco et à ce titre le plus gros service d'ordre de l'année pour la sûreté publique. Cette année, nous avons fêté le 80e anniversaire et nous attendions, à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière, beaucoup de monde et ce fut le cas. Et quel était le déploiement justement? Toute la sûreté publique était mobilisée? Toute la sûreté publique était mobilisée. Nous avons été renforcés par une compagnie de CRS, par des supplétifs et par des agents de sécurité privés, ce qui faisait au total presque 800 personnes. Et quel était le rôle de vos équipes sur le terrain? Il faut, si vous voulez, diviser la journée en deux. Il y a effectivement l'activité du jour et l'activité de la nuit. Pour parler de l'activité du jour, effectivement, l'activité du jour, c'est gérer la circulation des véhicules et des piétons. À titre d'exemple ou d'information, pour donner quelques chiffres qui doivent être encore affinés, mais ces 4 jours, c'est plus de 90 000 véhicules qui entrent chaque jour en principauté. Durant ces 4 jours, c'est presque 150 000 personnes qui ont transité par la gare SNCF. Ce sont 7 bateaux de croisière avec presque 3000 passagers et c'est presque 3500 personnes qui ont transité par l'héliport. Donc bien sûr, le pic de notre activité est de gérer les flux de voitures et les flux de piétons, enfin bien sûr d'éviter d'une part qu'il y ait trop de contraintes sur la circulation et d'autre part les accidents bien sûr. Alors il y a eu effectivement la surveillance de jour et puis la nuit également, un autre registre. Alors la nuit bien sûr le monde change puisqu'on Monaco devient très festif. Monaco connaît une ambiance musicale forte aussi bien sur terre, je dirais, que sur les bateaux, sur les navires. Et donc là, bien sûr, il faut gérer les excès d'alcool qui peuvent engendrer après des violences tôt le matin. Il faut gérer une autre population, je dirais, qui est là pour faire la fête. Et il faut éviter, bien sûr, les excès. Sur quoi vos équipes avaient-elles tout particulièrement pour ordre de veiller? La sécurité in fine, bien évidemment? Bien sûr, c'est la sécurité publique et je dirais au-delà aussi la tranquillité publique. Pour vous donner là aussi quelques chiffres, parce que les chiffres sont toujours assez parlants, même s'il faut toujours les interpréter. Nous avons eu durant ces 4 jours 400 appels 17. Nous avons eu 16 procédures judiciaires. Ce qui n'est pas beaucoup, parce que ça concernait essentiellement de petits délits, comme des vols, des vendeurs à la sauvette qui essayaient de vendre de faux billets, parfois des filouteries, des gens qui ne paient pas leurs factures, soit à l'hôtel, soit au restaurant. Donc vous voyez, de petits délits, rien de bien méchant, mais bien sûr, nous sommes attentifs à tout. Et le bilan globalement est-il satisfaisant, Richard Marangoni? Alors le bilan global est satisfaisant et je voudrais rendre un hommage appuyé, bien sûr, aux hommes et aux femmes de la sûreté publique qui sont investis de jour comme de nuit, avec des vacations horaires qui étaient au-delà de 12 heures de travail. Et c'est quand même assez considérable dans le contexte du Grand Prix. Donc, globalement, tout s'est bien passé, mais je veux leur rendre ici un hommage appuyé, parce que lorsqu'on dit tout s'est bien passé, ça peut parfois paraître comme une évidence ou quelque chose de très très facile finalement. Non, ce n'est pas facile, ce n'est pas une évidence, parce que la préparation du Grand Prix avec les services concernés et sous l'égide de l'Automobile Club de Monaco, ce sont des mois de préparation en amont et après au quotidien, comme je viens de l'évoquer, de jour comme de nuit, c'est une implication de tous les instants. On a vu beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes pendant tout ce week-end sur le terrain. C'est un bon galop d'essai pour les recrues de la sûreté publique, ce Grand Prix? Absolument, la relève est là et pour la relève, pour les jeunes fonctionnaires de police, hommes et femmes et bien sûr, c'est une expérience unique et ils connaîtront d'autres grands prix et pour certains c'était le premier et bien sûr en termes d'expérience et de mise en œuvre et en pratique de ce qu'on leur a enseigné, c'est essentiel. Vous nous l'avez dit, l'événement majeur dans l'année donc c'est ce Grand Prix, mais quelle sera désormais la prochaine grande échéance pour vous ?
Eh bien, mercredi, sur le Rocher, nous avons la commémoration concernant le prince Régnier III, et ça sera un grand et bel événement aussi. Oui, cette journée hommage que nous avions évoquée un peu plus tôt dans le journal. Merci Richard Marangoni d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir. Beaucoup de monde donc en ville, sur l'eau, mais aussi à l'héliport, l'un des points d'entrée de la principauté. Un héliport qui s'est montré sous son plus beau visage puisqu'il vient d'être rénové. Les travaux se sont achevés un peu avant le Grand Prix. Le directeur de l'aviation civile est avec nous. Bonsoir Jérôme Journet. Bonsoir. Peut-on tout d'abord dresser un premier bilan de la fréquentation sur l'héliport lors du long week-end du Grand Prix? Richard Marangoni nous l'a dit, mais on a eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de monde à Monaco. Vous nous le confirmez? On retrouve le trafic d'avant la pandémie, avec sur donc ces 6 jours, 4300 passagers et pas loin de 2000 vols. Donc un très bon, des très bons chiffres. En tout cas, voilà, on trouve les conditions qui prévalaient avant la pandémie. Et puis des passagers qui ont eu peut-être la joie de découvrir un héliport entièrement rénové. Quelle a été la nature des travaux de rénovation récemment effectués? Alors effectivement, nos passagers ont eu le privilège, tout comme nous depuis quelques semaines, de découvrir nos nouvelles conditions de travail qui sont une vraie source de satisfaction. Donc l'objectif de ces travaux, il était double. C'était premièrement de retrouver des conditions d'accueil sur l'héliport qui soient quelque part au niveau de ce qu'on doit attendre en principauté. Et puis d'autre part, d'améliorer aussi un certain nombre de fonctionnalités. Et là, je parle essentiellement des aspects sûreté pour se maintenir toujours au niveau standards internationaux de ce qu'on attend pour le transport aérien. J'imagine que des aspects durabilité et puis confort aussi, peut-être des entreprises travaillant sur place ont été prises en compte? Bien sûr, au-delà de ces aspects, on va dire fonctionnels, évidemment, on a fait des travaux qui ont consisté donc à plusieurs aspects, donc à refaire déjà la rénovation complète de l'intérieur du bâtiment. Donc quand on parle de l'intérieur, c'est effectivement du sol au plafond, c'est le cas de le dire, mais aussi les murs, mais aussi les comptoirs des compagnies, etc. Beaucoup de travaux avec tous les corps de métier. Et donc pour un bâtiment qui n'avait pas fait l'objet de rénovation depuis plusieurs décennies, depuis 30 ans. Donc avec beaucoup de surprises sous-jacentes sur tous les aspects techniques, derrière, donc l'électricité, la climatisation, le chauffage, etc. Donc des travaux vraiment d'ampleur. On dit souvent que la rénovation c'est parfois plus complexe que des travaux à neuf, mais ça a été effectivement le cas. Et c'était d'autant plus important que l'héliport joue un rôle majeur à Monaco. C'est l'une des portes d'entrée en principauté. Oui, tout à fait. On avait régulièrement ce sentiment, que ce soit de l'ensemble des acteurs de l'héliport, mais parfois aussi des personnes qui le fréquentent occasionnellement. Qu'effectivement, on avait besoin de réembellir et rénover les conditions d'accueil des passagers, et c'est ce qui a été fait. Vous mentionniez l'aspect durabilité, évidemment. Donc évidemment, au cœur du projet, la durabilité. Avec, comme on le disait, la rénovation d'une part thermique du bâtiment, la refonte complète de l'étanchéité du bâtiment global. Le gouvernement princier a choisi de travailler, bien entendu, au standard BD2M, donc bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Et donc on s'est inscrit dans ce schéma-là. Il y a également des panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur la toiture. On bénéficie là aussi des espaces dégagés en toiture qui, je ne sais pas si vous le rappelez, mais qui étaient occupés par des bâtiments provisoires pendant quelques décennies et qui n'est pas très esthétique. Et donc on remplace ça par des éléments de durabilité. Merci Jérôme Journet d'avoir été notre invité. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est plutôt bien parti pour la Roca Team en demi-finale de Betclic Elite. Les basketteurs monégasques l'ont emporté face à Bourg-en-Bresse dans le match 1, dont voici le résumé signé Yannick de Bever. Elle avait laissé un goût particulièrement amer à la Roca Team lors de la Leaders Cup. La jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse retrouvait hier Monaco en demi-finale du championnat de France. Après 2 défaites face aux Burgiens cette saison, les Monégasques voulaient marquer le coup et remettre les pendules à l'heure.
Assumant son statut de favori, l'équipe de Sacha Obradović débute parfaitement la rencontre grâce à une très grande agressivité défensive. Bourg-en-Bresse, dont c'est la toute première demi-finale de l'histoire, parvient à rester au contact à la fin du premier quart-temps, accusant seulement 3 points de retard. Mais à l'usure, et grâce à ses rotations de grande qualité, Monaco creuse l'écart dans le second acte pour compter 16 points d'avance à la mi-temps. Donatas Motieunas est le grand bonhomme de cette rencontre avec ses 20,5 rebonds pour 26 d'évaluation. Mais globalement, c'est tout le collectif monégasque qui s'est montré puisque chaque joueur a joué au moins 18 minutes et tous ont marqué au moins un panier. Frédéric Fotoux ne trouvera jamais la solution pour stopper les offensives monégasques. Quand il ne score pas à l'intérieur, les Roca Boys trouvent de l'adresse longue distance, ce qui leur permet de s'envoler au score avec 23 points d'avance. Et puis s'ensuit un gros relâchement des Monégasques qui subissent une suragressivité des Bressans, qui vont chercher le porteur de balle à 2 ou même à 3 et qui se jettent à l'abordage sur chaque remise en jeu. Résultat, Bourg-en-Bresse inflige un 17-4 et revient à 10 points à 2 minutes 30 de la fin du match. Sacha Obradović remobilise ses joueurs, refait entrer ses arrières pour regagner en maîtrise et finalement, Monaco termine bien cette rencontre en flirtant avec la barre des 100 points. Résultat final 96-79. Après un quart de finale poussif face à Strasbourg, la Roca Team rassure. C'est pas facile, là on enchaîne beaucoup. On joue des équipes de plus en plus fortes. Et voilà, on a l'avantage du terrain, on veut gagner ces 2 premiers matchs pour ensuite enchaîner là-bas. Et voilà, on a fait du bon boulot. On s'est fait un tout petit peu peur à la fin, mais ça va. Globalement, on a l'impression que vous étiez prêts pour les tactiques de la GL Bourg-en-Bresse. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Ouais, c'est surtout l'intensité défensive. On a mis beaucoup d'énergie. Tout le monde a été actif avec les mains et on a eu notre jeu rapide. Et voilà, pour être régulier pendant 40 minutes là-dessus. Le deuxième match, mercredi, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Garder la même intensité, se préparer sur leur trappe parce qu'on a perdu beaucoup de ballons sur la fin. Monaco est désormais la seule équipe invaincue dans ces playoffs du championnat de France suite à la défaite de l'Asvel lors de la première rencontre face à Boulogne-Levallois. Monaco retrouve Bourg-en-Bresse ce mercredi à 20h30 pour la deuxième manche de ces demi-finales qui se jouent en 3 matchs gagnants. Vous allez pouvoir suivre au quotidien sur notre antenne les Jeux des petits États d'Europe avec le magazine d'Émilie Rousseau et Frédéric Hélion, le débrief, tous les jours à 12h30 et rediffusé notamment à 19h30 aussi. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier soir à Floriana à Malte devant plus de 4000 personnes. La délégation monégasque a défilé sous les yeux du prince Albert II avec à sa tête ses 2 porte-drapeaux, Ulrika Quist et Luca Catarina. Nous vous proposons maintenant une escapade à Salzbourg pour le festival de Pentecôte qui s'est tenu du 26 au 29 mai. La directrice artistique de cet événement n'est autre que la directrice de l'Opéra de Monte-Carlo, Cecilia Bartoli. Le thème général cette année est Orphée. Les musiciens du Prince Monaco ont participé à la plupart des spectacles. C'est un focus info de José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Salzbourg, la ville dont le prince fut un enfant. Mozart est né ici, au 9 Getrae de Gasse, le 27 janvier 1756. À Salzbourg, Mozart est partout, dans le lacis des ruelles et places de la vieille ville. À Salzbourg, la musique est partout, et son festival, fondé en 1920, est aujourd'hui une des plus grandes manifestations musicales du monde. Ce festival se présente en 3 parties, le festival d'été, le festival de Pâques et le festival de Pentecôte, dont Cecilia Bartoli est la directrice artistique. Je suis un petit peu chez moi parce que j'ai commencé, ça fait déjà en 2012 à Salzbourg au Festival de Pentecôte. Et voilà, et c'était une grande responsabilité à l'époque, et toujours c'est une grande responsabilité, ça c'est sûr, parce qu'on est dans un lieu mythique. Regardez autour de moi, ça c'est la Karl Böhm Salle, ça c'est Jesse Norman, et puis on a Karajan, et puis on a les grands artistes. Alors c'est vrai que c'est un privilège, mais en même temps on a fait des très beaux projets.
Pour cette édition 2023 du Festival de la Pentecôte de Salzbourg, Cecilia Bartoli a choisi d'emmener les spectateurs dans le monde de l'au-delà et de faire revivre la naissance de l'opéra à travers le mythe d'Orphée dans des œuvres de Monteverdi interprétées par les marionnettes Carlo Colla et Fili, une œuvre de Haydn, L'Anima del Filosofo, Orphée et Eurydice de Gluck dans la version du ballet de Hambourg de John Neumeyer et la version rarement jouée de 1769 d'Orphée et Eurydice de Gluck dans une mise en scène de Christophe Loy avec les musiciens du Prince Monaco et le chœur Il Canto di Orfeo dirigé par Gianluca Capuano. J'avais toujours le rêve de chanter l'Orfeo de Gluck. Pourquoi? Parce que je pense que déjà c'est fascinant de chanter le mythe. Oui. Ce mythe d'Orphée, le mythe, on peut imaginer que l'opéra a commencé avec le mythe d'Orphée, enfin l'Orphée de Monteverdi, puis on a l'Orphée de Gluck, on a l'Orphée de Haydn, on a les versions de Gluck italien, là c'est ce qu'on fait ici à Salzbourg, mais on a aussi la version française, Orphée Eurydice. Oui. Alors là, cette version, ça me plaît particulièrement parce que c'est une version qu'ils avaient fait à l'époque à Parme. Oui. C'était chanté par un castrato soprane qui s'appelait Milico. Et c'était les fêtes, c'est en fait de mariage, c'est l'archiduchesse autrichien se mariait avec le duc italien de Parme. Enfin, bref, je trouve que cette version en italien, ça me convient particulièrement à ma voix, mais surtout, ce qui est fascinant, c'est l'amour qu'Orphée a pour son Eurydice qui le transporte dans l'autre monde, dans un autre monde, dans une autre dimension. Et la magie de la voix. Quand on pense à Gluck, c'est le grand compositeur de la Réforme, parce que Gluck, il est dans cette période de transition entre la musique baroque, mais lui a commencé à transporter, à changer de style vers le classicisme. Alors c'est vraiment, je pense, c'est le plus grand réformiste, on peut dire, de l'époque. Au Festival de Salzbourg, Gianluca Capuano dirige les musiciens du Prince Monaco dans la plupart des productions, ainsi que le chœur qu'il a créé en 2005 et qui a pour nom Il Canto di Orfeo. Je suis particulièrement heureux qu'on a décidé d'inviter mon chœur parce que nous travaillons ensemble depuis toujours. J'ai fait beaucoup de concerts avec eux et c'est la première fois le Canto di Orfeo à Salzbourg. Et le fait d'avoir mon orchestre, mon chœur, et donc les conditions sont absolument idéales. Le Festival de Pentecôte de Salzbourg s'est terminé lundi 29 mai par 2 concerts en hommage à Daniel Barenboim, partenaire inspirant et ami fidèle de Cecilia Bartoli depuis 35 ans. Retour à Monaco avec dans l'actualité culturelle de la semaine ce nouveau spectacle au Théâtre des Muses. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée les 1er, 2, 3 et 4 juin. Il s'agit d'une pièce d'Alfred de Musset mise en scène par Xavier Lemaire. Théâtre, cinéma avec un film indien en noir et blanc de 1958, Le Salon de musique, une œuvre qui a marqué plusieurs générations de réalisateurs. Ce film sera projeté le 6 juin au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous le présentent. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on part en Inde avec le Salon de musique. C'est un film en noir et blanc de 1958. De quoi parle ce film ? Alors, ce film raconte l'histoire d'un raja indien qui vit dans une somptueuse demeure qui est un peu en ruine, en déliquescence. Et ce Raja se claque-mûre dans ce domaine, dans ce vieux palais, dans une sorte d'idée qu'il est le dernier rempart des traditions ancestrales indiennes.
Et bien que quasi ruiné, il essaye régulièrement d'organiser un salon de musique, à savoir une grande fête où il invite les autres dignitaires pour assister à des pièces musicales et danser. Tout est histoire de jalousie et de paraître ou pas? Tout est dans cette idée que... de la fierté peut-être aussi. De la fierté. Et alors, c'est effectivement le trait majeur du personnage principal qui effectivement s'enferme dans cette position et s'enferme à un point que tout devient par son biais, y compris donc pour le spectateur, une sorte de moment un peu halluciné. Je veux dire que dans ce palais en ruine, où il fait d'ordinaire sombre, puisqu'il fait même l'économie de toute lumière, d'un seul coup, ce qui le fait vivre, ce qui le maintient en vie, et par là même cette idée d'un ancien monde, c'est effectivement que la lumière soit, qu'il y ait des chants, il y ait des danses, et on en a presque le vertige. Il y a même une des caractéristiques du film, c'est justement des effets de lumière qui laissent comprendre qu'on en a presque le tournis. Il y a des effets de focale, des effets justement très marqués pour dire que finalement, voilà, ce monde, on est en train d'en vivre les derniers feux. Quand on pense au film indien, on pense forcément au film Bollywood. Est-ce qu'on est dans l'ancêtre du Bollywood, sachant que la musique est très importante dans le film? Alors la musique, comme vous le dites, est absolument omniprésente. Alors Bollywood, ce qu'on connaît de Bollywood, c'est quand même des films dont le scénario est quand même ultra plat. Ce qui est intéressant dans les films bollywoodiens, c'est justement que la musique est justement ce qui, l'engrenage de différentes péripéties qui maintient comme ça en haleine le spectateur, sans forcément que l'histoire ait beaucoup de sens et d'intérêt, mais c'est la musique qui est prépondérante. Là, la musique est évidemment illustrative, mais quelque part aussi contemplative, c'est-à-dire que le Raja, en quelque sorte, invite aussi le spectateur à ces grands-messes de danse et de chant auxquels on assiste, et effectivement à ce moment-là, c'est ce qui prime sur le reste du récit, et dans une dimension qui est évidemment plutôt poétique, je dirais. Allons voir donc le salon de musique. Merci Vincent. Merci Fabien. Le salon de musique le 6 juin au Théâtre des Variétés. Peu d'évolutions positives dans le ciel à présent, un week-end capricieux. Le temps sera chargé demain également, Yannick de Beuvert. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, il faudra être persévérant pour trouver ne serait-ce qu'un petit rayon de soleil dans le ciel monégasque. Il y a une chance d'éclaircie en fin d'après-midi seulement, consécutif à un vent continu tout au long de la journée. Les températures restent douces et agréables, entre 18 et 23 degrés. Et puis, en ce mercredi 31 mai, nous célébrons la Visitation, cet épisode biblique où Marie, alors enceinte de Jésus, rend visite à sa cousine Élisabeth,
elle-même enceinte de Jean-Baptiste. Et le 31 mai, nous le disions au début de cette édition, c'est aussi l'anniversaire du prince Régnier III. Nous célébrerons demain son centenaire et je vous le rappelle, vous êtes invités sur le Rocher dès 14h30 pour fêter dignement ce temps fort de l'année Régnier III, dont vous allez retrouver, pour refermer ce journal, de très beaux portraits et moments de vie extraits des archives du Palais Princier. À demain 19h sur Monaco Info.